Militaire de la RDC se dit compétente pour juger l'ancien chef de guerre Germain Katonga. Il devra répondre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'instance Vérité et Dignité poursuit ses travaux en Tunisie. Elle a recueilli 65 000 plaintes de violation des droits de l'homme commises entre 1955 et 2013. Enfin, des ressortissants musulmans d'origine béninoise résidant au Cameroun ont offert des dons aux prisonniers et malades de Douala en ce mois de jeûne de Ramadan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La justice militaire de la République démocratique du Congo a confirmé hier qu'elle compte juger l'ancien chef de guerre Germain Katonga pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En effet, la haute cour militaire congolaise s'est déclarée compétente pour juger le général Katonga, qui a déjà été condamné par la Cour pénale internationale. Aussi, la haute cour militaire congolaise a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien rebelle en raison de la gravité extrême des faits qui lui sont reprochés et compte tenu des indices sérieux et suffisants de culpabilité. Rappelons que Germain Katonga, âgé de 38 ans, était le commandant des forces de résistance patriotique en Ituri. Il s'agit de l'une des nombreuses milices constituées sur une base essentiellement ethnique qui se sont affrontées de 1999 à 2007 pour le contrôle de cette région aurifère de l'Est de la RDC. Ceci au cours d'un conflit qui aurait fait jusqu'à 60 000 morts. Et puis l'armée nigériane a annoncé hier avoir arrêté 19 rebelles présumés dans le delta du Niger, où une série d'attaques contre des infrastructures pétrolières a fait chuter la production d'or noir à 1,6 million de barils par jour, bien en deçà des 2,2 millions prévus dans le budget 2016. Trois présumés cerveaux de plusieurs explosions d'oléoducs font partie des suspects qui ont donc été arrêtés hier vendredi. Et pendant que le Nigeria peine à avoir le contrôle sur les rebelles du delta du Niger, du côté de l'extrême nord du Cameroun, on note une relative accalmie dans les attaques de Boko Haram, une accalmie qui rassure les populations, et ceci malgré une menace persistante et la crise alimentaire chronique qui sévit dans le pays. Pour le moment, nous avons quand même mis les membres de vigilance pour la sécurité. Et tout est là, sur place, en place. Ils ne peuvent plus facilement entrer comme ils en pensent. Notre grande préoccupation, c'est notre lycée, parce que nous ne savons là où aller. Pour le moment, nous ne voulons pas leur céder notre territoire. Vraiment, le lycée de Tourouki a été fermé, suspendu à cause de l'insécurité. Et nous voulons assez que l'État prenne des dispositions pour réouvrir ce lycée afin que nos enfants reprennent classe. Parce que déjà nous avons perdu plus que presque le 3/4 de nos élèves. Les autorités gambiennes ont reconnu officiellement la mort en détention de Solo Sandang, un opposant dont le décès a conduit à de nouvelles manifestations et arrestations hier vendredi. Le défunt, qui était secrétaire général à l'organisation de l'UDP, a été arrêté le 14 avril dernier avec plusieurs autres personnes après un rassemblement qui réclamait des réformes politiques dans le pays. Dans un rapport publié le 2 juin dernier, Amnesty International affirme qu'il est mort des suites de torture. Selon des défenseurs des droits de l'homme, bien d'autres personnes arrêtées depuis mi-avril sont actuellement jugées, notamment pour rassemblement illégal, incitation à la violence et complot dans le pays. Quelques 65 000 plaintes ont été déposées en Tunisie auprès de l'instance Vérité et Dignité. C'est ce qu'a annoncé hier cette commission chargée de recenser et de réhabiliter les personnes dont les droits ont été bafoués sous la présidence de Habib Bourguiba et Ben Ali. Créée en 2013 par une loi sur la justice transitionnelle,
L'IVD, entendez, l'instance Vérité-Dignité, a pour mission, en 5 ans maximum, de dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre juillet 1955 et décembre 2013. Disposant de très larges pouvoirs, notamment un accès total aux archives publiques, elle doit identifier les responsables des violations et faire en sorte qu'ils rendent des comptes. Elle doit également réhabiliter les victimes et leur octroyer réparation. Le dépôt des dossiers auprès de cette instance, créée après la révolution de 2011, avait débuté le 15 décembre 2014 et devait s'achever initialement au bout d'un an. Mais l'instance avait décidé de prolonger ce délai jusqu'au 15 juin en réponse aux demandes de la société civile. À la date de la fermeture, donc le 15 à minuit, nous avons enregistré plus de 65 000 requêtes, donc des plaintes, de citoyens et de groupes. La majorité des dossiers reçus concernent des violations individuelles. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore le dialogue souhaité avec le ministère de l'Intérieur. Et les dossiers d'arbitrage liés à des exactions commises par des fonctionnaires de l'État qui sont encore en activité et qui ont été envoyés au ministère de l'Intérieur ont été rejetés à ce jour. Mais nous avons l'espoir qu'un dialogue va être rétabli très bientôt. Les crimes les plus graves dont l'IVD peut être saisi sont notamment l'homicide volontaire, le viol, les exécutions extrajudiciaires et la torture. Près d'un mois après le crash de l'Airbus A320 d'Égyptair, les 2 boîtes noires de l'avion ont été repêchées en Méditerranée. Elles devraient aider les enquêteurs à faire la lumière sur les causes de ce drame qui a fait 66 morts. Les 2 boîtes noires ont été repêchées en l'espace de 24 heures. Leur analyse permettra de répondre à des questions extrêmement importantes, notamment la cause du crash. Les 2 enregistreurs de vol doivent être transférés au Caire, où les Égyptiens, épaulés par les experts français du bureau d'enquête et d'analyse et du constructeur européen Airbus, analyseront leurs données. La première boîte noire retrouvée jeudi concerne les conversations dans le cockpit. Quant à la seconde qui enregistre tous les paramètres de vol, elle a été repêchée vendredi. Les boîtes noires ont été retrouvées en morceaux, mais les équipes de recherche ont pu récupérer la partie la plus importante de l'enregistreur, celle qui contient la mémoire de l'appareil. Pour rappel, l'Airbus A320 reliant Paris au Caire s'est abîmé le 19 mai dernier. L'avion transportait en tout 66 passagers, dont 40 Égyptiens. Il avait soudainement disparu des écrans radars pour des raisons jusqu'ici indéterminées. À la demande du gouvernement béninois, une équipe du Fonds monétaire international a séjourné à Cotonou en vue d'entamer des discussions sur un éventuel programme triennal soutenu par le mécanisme de facilité élargie de crédit. Au terme de son séjour, la délégation du FMI, conduite par Christine Dieterich, s'est adressée aux hommes des médias. Voici la substance de la déclaration du chef de la délégation, suivie de la réaction du ministre béninois de l'économie et des finances. Tous les 2 interviennent sur des propos recueillis par Yetongi Joël et Dossa Florissa. Nous avons observé pendant le 4e trimestre 2015, le premier trimestre 2015, une surexécution des dépenses très significative qui a créé une dynamique de la dette qui est clairement non soutenable. Aussi, dans le 4e trimestre de 2015 et le premier trimestre de 2016, le gouvernement a signé des projets hors budget à hauteur environ 24% du PIB. Ce sont des projets d'investissement, mais gérés d'une manière qui soulève des préoccupations graves en ce qui concerne la gouvernance et les qualités de ces projets. Nous avons pris immédiatement la mesure de la gravité de la situation et dès le premier conseil des ministres, nous avons décidé d'annuler des marchés conclus dans des conditions pas transparentes, à des taux inexplicables et à des durées incohérentes. Donc le gouvernement a pris la responsabilité d'annuler pour plus de 1000 milliards de projets
représentant, comme le Fonds monétaire l'a dit tout à l'heure, 24% à peu près du PIB. Et en annulant ça, nous sommes arrivés maintenant à un taux d'endettement autour de 42%. Pas très loin des limites admises. Donc on n'a plus trop de marge de manœuvre. Mais les marges, on les avait déjà consommées avec les projets qui, heureusement, ont été très vite suspendus puis annulés pour revenir à des niveaux maîtrisables. Donc le Fonds monétaire a totalement raison. Nous avons trouvé une situation très difficile au niveau de la dette, mais les mesures sont prises. En ce mois de jeûne de Ramadan, les ressortissants musulmans d'origine béninoise résidant au Cameroun ont effectué une descente dans la prison centrale de Douala et à l'hôpital de district de Nioubel. Ils sont allés apporter leur soutien aux prisonniers et redonner de l'espoir aux malades avec des dons. La communauté béninoise Yoruba de Douala visite la prison et l'hôpital du district de Nioubel. Denrées alimentaires et produits sanitaires d'une valeur de 500 000 francs CFA ont été remis aux malades et détenus de la prison centrale de Nioubel de Douala. Et il est dit dans le Coran, on peut donner en secret et en public. On a choisi de donner en public pour que l'exemple soit suivi. Vous savez, la prison n'est pas un lieu sans espoir. De l'eau de javel pour la désinsectisation, les papiers hygiéniques, de l'eau minérale que nous avons pensé acheter pour nos malades. C'était un geste symbolique. Nous leur demandons de l'accepter et que Dieu accorde la guérison à ceux qui sont malades. En profitant du mois de Ramadan, mois de partage et mois de générosité, la communauté béninoise voudrait accompagner l'action de correction de la société par la spiritualité et redonner l'espoir aux malades. Merci, tout simplement. Je suis très content de ce que les frères Yoruba a apporté à mes enfants qui sont ici en prison. Donc avec ça là, ça va les aider au mois de Ramadan. Donc ces derniers en ont profité pour faire des doléances. Ce qui nous manquait, on voulait la hangar pour consister pour la prière. Parce que quand il pleut, il n'y a plus d'espace. Peut-être que vous allez annoncer aux autres qui sont dehors à nous aider, les tapis, les moquettes compris, et le bouloir, les chapelains, les nattes, bon, les saillons, pour nous aider à prier. Bon, avec les arts de dons comme ça aussi, ça peut nous aider très bien de faire le carême. Quand on casse les gènes, on boit la bouillie, on mange la nourriture, on amène notre Ramadan avec la volonté de Dieu. Les bourses universitaires accordées en Afrique du Sud aux jeunes filles qui restent vierges jusqu'à la fin de leurs études sont anticonstitutionnelles. C'est ce qu'a estimé hier une commission gouvernementale, ceci quelques mois seulement après l'introduction de ce programme qui avait suscité l'indignation des féministes dans le pays. Pour Bongiwe et Toubelilé, pas question d'avoir des rapports sexuels avant la fin de leurs études. Ces jeunes sud-africaines bénéficient d'une bourse bien particulière. Le conseil municipal de la ville de Ladysmith paie leurs études supérieures à condition qu'elles restent vierges. Cette mesure a fait polémique en Afrique du Sud, mais les jeunes filles y voient plutôt une opportunité. Ça me rend fière. Partout où je vais, je sais que je suis un beau miroir pour les autres. Je serai leur modèle et ils m'aimeront beaucoup, car ils sauront que je suis pure et que cela me préserve de toutes sortes d'infections. Au sein de la communauté, ces bourses sont aussi perçues comme un moyen de faire revivre la culture zoulou. Doudou Zouane est l'une des aînées chargée de vérifier la virginité des jeunes filles. Elle explique sa méthode. Il y a quelque chose comme ça qui ferme le trou. À 16 ans, c'est comme ça. Et puis à 18 ans, c'est comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à 20 ans, où c'est totalement fermé. Plusieurs associations estiment que cette bourse est une atteinte à la vie privée et qu'elle est anticonstitutionnelle. La maire de Ladysmith est la principale cible de ces critiques, mais pour elle, l'initiative permet de lutter contre deux fléaux, le sida qui frappe un habitant sur deux dans la communauté et les grossesses des adolescentes. À 25 ans, certaines filles ont parfois 2, 3 ou 4 enfants. Le pays, la société doit faire quelque chose. C'est ma responsabilité en tant que dirigeante de cette communauté d'agir pour ces jeunes filles. La ministre du Développement social ne partage pas cet avis. Pour elle, ces pratiques ne font que renforcer les discriminations contre les femmes. Malgré la polémique, la maire reste campée sur ses positions et promet même de récompenser prochainement les jeunes garçons qui veulent rester vierges. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.